Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va porter sur le cancer du sein, donc à l'occasion d'Octobre Rose et du potentiel lien avec les oméga 3. Donc ce soir, on reçoit Roxana Sionko, qui est donc naturopathe et surtout formatrice en santé intégrative et donc qui va animer ce webinaire. Bienvenue et bonsoir Roxana. Bonsoir et merci pour votre invitation. Très heureuse d'être avec vous ce soir et très heureuse de retrouver tout notre public qui est patient de savoir plus sur tout ce que nous avons à leur présenter. Donc on va attendre quelques instants que tout le monde puisse nous rejoindre et ensuite on commencera. Donc pour résumer, déjà pour un peu commencer à présenter, donc moi je suis Morgane Nuel, donc je suis chargée des relations avec les professionnels de santé et les thérapeutes donc au sein du laboratoire Norsan. Donc c'est moi qui animerai ce webinaire et vous retrouverez pardon, dans le chat, donc ma collègue Judith qui répondra à toutes les questions euh, que vous pouvez vous poser pendant le webinaire. Sachez également qu'un temps de questions-réponses est prévu à la fin, donc vous pourrez poser vos questions à Roxana. Nous, on essaye de répondre à ce à quoi on peut pendant le webinaire et si jamais, on fera aussi remonter les questions à la fin. Donc, on va déjà commencer par une petite présentation de Norsan, qui est donc un laboratoire d'origine norvégienne qui a été créé en 2013 en Allemagne. Notre fondateur est norvégien, mais il l'a créé en Allemagne, à Berlin plus spécifiquement. Et donc, en France, on existe depuis fin 2019. Norsan, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire qui est spécialisé vraiment dans les produits en oméga 3 marins, des produits hautement dosés qui ne sont pas concentrés chimiquement, donc qui sont 100% naturels euh, et que vous retrouvez sous forme liquide et capsule. Et actuellement, on est présent dans de très nombreux pays en Europe. On est la première marque d'oméga 3 dans les pharmacies allemandes. Et on a un objectif, c'est en fait de mettre en lumière le rôle des graisses dans notre organisme, de vraiment faire de l'information, de la vulgarisation sur les oméga 3, sur l'importance des graisses et surtout sur l'importance de l'équilibre des graisses. Ne pas diaboliser toutes les graisses, mais surtout de parler de rééquilibrage, notamment entre le rapport oméga 6, oméga 3. Voilà. Donc, je reviendrai un petit peu plus longuement si on a le temps sur le sujet à la fin du webinaire. Mais pour le moment, je vais laisser la parole donc à Roxana. Merci beaucoup. Bien, bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel dans le cadre d'Octobre Rose. Nous allons parler ce soir du cancer du sein plus spécifiquement. L'année passée, nous avions survolé un tout petit peu le cancer en général. On va cibler un peu plus aujourd'hui, ce soir. Merci de réserver 1 heure à cette présentation et je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes partis. Déjà, pour commencer, je vais vous présenter les nouveaux chiffres qui nous sont arrivés fin septembre de cette année, le panorama des cancers 2024. Donc, nous avons les données actuelles concernant le cancer en France. Donc, nous sommes actuellement à environ 433 000 cas euh, de nouveaux cancers en 2023, hein, qui ont été recensés. Vous voyez, il y a quand même une petite majorité prise par les hommes, 57% et 43% chez les femmes. Et vous voyez l'âge médian de diagnostic d'un cancer, tout cancer confondu, se situe autour de 70 ans chez les hommes et 68 ans chez les femmes.
D'un autre côté, le nombre de cancers, le nombre de décès par cancer en 2021, ce sont les chiffres les plus récents, a été de 90 900 pour les hommes et 71 500 pour les femmes. Euh, L'âge médian au décès, vous voyez, c'est un tout petit peu plus élevé que l'âge du diagnostic, donc 73 ans chez les hommes et 75 chez les femmes. Donc, les localisations les plus fréquentes du cancer euh, restent quand même chez les hommes le cancer du poumon, ensuite la prostate, et pour les femmes, euh, le cancer du sein reste majoritaire, hein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, mais vous allez voir, il y a des cancers qui sont en augmentation ces dernières années chez les femmes. Donc, plus spécifiquement, si on parle du cancer du sein, nous sommes à plus de 61 214, plus précisément. Euh, c'est quand même la première cause de décès par cancer chez les femmes. Donc, j'ai bien dit par cancer, pas toutes causes sont confondues. Et nous avons eu en 2021 12 600 décès dus au cancer du sein. Euh, le nombre de décès est en baisse. Par contre, le cancer du sein augmente légèrement euh, tous les ans. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une tendance à la baisse, hein. Vous voyez sur la petite illustration tout à droite, on fait un tout petit peu, on recense les données depuis 1990, donc sur tous les cancers qui sont en augmentation. Et on voit quand même que le cancer du sein est plutôt vers le bas, donc son incidence augmente mais légèrement. La variation entre 1990 et 2023 a été d'environ en moyenne 0,9% d'augmentation par an. Donc, il y a quand même une grande différence entre 1990 où il y avait en dessous de 30 000 cas par an détectés et de nos jours, en 2023, 2024, nous sommes à plus de 60. Ce qui est quand même bénéfique, enfin bénéfique positif, c'est de mentionner quand même que le cancer du sein est un cancer qui se soigne bien. Et vous voyez, le taux de survie net à 5 ans est de 88%. Cela n'empêche pas que nous devons avoir une pensée pour les autres 12% qui représentent des décès, donc des femmes qui ne survivent pas malgré les progrès thérapeutiques, n'arrivent pas à survivre au-delà de 5 ans. Voilà. Et évidemment, nous sommes d'accord, tout ceci doit s'améliorer avec le temps. Donc, les facteurs de risque sont désormais très bien établis et le panorama des cancers le démontre bien. Euh, on est actuellement à presque 50% de cancers qui pourraient être évités grâce à une hygiène de vie et alimentaire maîtrisée. Les facteurs de risque, vous le voyez, donc c'est l'âge. Évidemment, il y a beaucoup de cancers qui se déclenchent euh, euh, à l'âge senior. Les antécédents médicaux personnels ou familiaux, la consommation d'alcool qui est quasiment le facteur le plus aggravant, la consommation de tabac qui ne baisse pas, le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, donc beaucoup de sédentarité de nos jours, les traitements hormonaux substitutifs qui sont encore utilisés pour la ménopause, pour alléger les symptômes de la ménopause, les prédispositions génétiques, parce que oui, le cancer en général et le cancer du sein a aussi une dimension génétique. On connaît de plus en plus de choses désormais. La nulliparité, donc le fait de ne pas avoir eu des enfants pour une femme et le fait de ne pas avoir allaité. Donc tous ces facteurs représentent des risques. Évidemment, euh, on va pas pointer du doigt. Voilà, il n'y a pas qu'une seule chose qui contribue à la création d'un cancer, à la cancérogénèse. En général, c'est une maladie multifactorielle, sauf cas très spécifiques.
Donc, vous voyez que les quatre principaux facteurs de risque sont quand même l'alcool, le tabac, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids et l'obésité. Et le cancer du sein est vraiment concerné dans trois bulles sur quatre. Et bien évidemment que pour arriver au surpoids et à l'obésité, il faut passer par une alimentation déséquilibrée assez longtemps. Donc, on peut considérer que les quatre principaux facteurs de risque doivent être pris en considération en ce qui concerne le cancer du sein. Donc, qu'est-ce que le cancer du sein? Donc, comme je disais, le cancer, les cancers, parce qu'il y en a plus de 200, on n'a pas un cancer, on a de nombreux cancers. Tous les cancers sont différents. Le cancer du sein, est une maladie, comme tous les cancers d'ailleurs, sont des maladies multifactorielles, hein. Donc, c'est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui ont muté, qui ont changé de métabolisme et de fonctionnement et qui forment alors des tumeurs. Donc, on peut classer les cancers selon leurs caractéristiques moléculaires, selon euh, le type de cellules affectées. Donc, on peut avoir des carcinomes in situ, donc les cancers très localisés, comme vous pouvez le voir en bas à droite. On part de cellules normales, on passe par un stade de cancer très localisé qui ne s'est pas disséminé, qui s'appelle un cancer in situ. Ensuite, on peut avoir des cancers hormonodépendants où la dimension hormonale joue un rôle très important. On peut avoir une présence augmentée de récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, hein, ou on peut avoir aussi un cancer du sein avec un HER2 surexprimé. Dans ce cas, on va avoir des récepteurs plutôt euh, surdimensionnés à la membrane des cellules pour certains facteurs de croissance. Ensuite, on a des cancers qui ont des dimensions génétiques avec des formes héréditaires comme BRCA1 ou 2. Là, on va parler plutôt des défauts de réparation qui sont dus à des mutations génétiques. Le cancer du sein triple négatif, on en parlera un peu plus loin lorsqu'on va présenter une petite étude. C'est un cancer qui est malheureusement de mauvais pronostic. C'est un des cancers les plus agressifs et lui, il a la particularité de n'être ni sensible aux hormones, ni exprimer HER2, ni avoir des mutations spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle triple négatif, parce que il est triplement négatif à tout ce qu'on connaît dans les cancers les plus courants. On est d'accord, les cancers hormonodépendants représentent quand même 80% de tous les cancers du sein. Ensuite, on peut avoir des cancers métastatiques, donc des cancers qui ont disséminé, qui ont la possibilité de donner des métastases à distance. Ensuite, on peut parler du cancer du sein chez la personne âgée et du cancer du sein inflammatoire, qui est quand même une pathologie rare et c'est un cancer assez agressif. Donc, comme je le disais, c'est une pathologie très complexe, multifactorielle. La formation d'un cancer prend des années. On ne construit pas, la carcinogénèse ne se construit pas en une journée ni en un mois. En général, les cancers mettent des années entières pour se construire et une tumeur devient visible à partir de 2 millimètres. Avant, elle n'est pas visible en imagerie. Donc, du fait qu'il s'agit de pathologies complexes, on va avoir besoin de toutes sortes de thérapies. Donc, on va intervenir par les chirurgies, par la chimiothérapie. On va faire des rayons, donc la radiothérapie. On va utiliser des hormonothérapies qui sont des traitements dits cytostatiques qui vont être donnés sur du long terme pour priver les cellules cancéreuses d'hormones. On utilisera aussi, et on le fait depuis quelques années déjà, des immunothérapies, des thérapies ciblées, qui sont des molécules assez récentes, et on peut aussi, dans certains cas, utiliser la cryothérapie, où on va aller avec une sonde refroidie à l'azote, à moins 180 degrés,
congeler la tumeur. Et c'est une thérapie qui commence à se développer, mais elle est réservée à des cancers d'assez petite taille. Je continue avec ce que j'appelle la roue infernale. Donc, depuis 20 ans maintenant, deux scientifiques ont essayé d'établir les caractéristiques du cancer, qu'on appelle en anglais les hallmarks. Et donc, au fur et à mesure du temps, depuis 2002, ensuite en 2011 et maintenant en 2022, euh, des choses supplémentaires ont été introduites. Euh, on a conceptualisé en quelque sorte, on a essayé d'avoir une image globale de ce que ça pourrait représenter un cancer et des mécanismes qui y sont liés. Donc, vous voyez, tout à gauche, on a la roue infernale avec les 10 caractéristiques principales qu'on connaissait jusqu'en 2022. En français, je l'ai trouvé en français. Donc, vous voyez, on parle de plein de choses. Les cellules cancéreuses sont immortelles, elles font tout pour survivre et pour s'adapter. Le cancer est quelque chose de très intelligent, mais ce qu'il ne cherche pas, c'est de tuer son hôte. Donc, le cancer, quelque part, il a tout intérêt à ce que son hôte reste vivant parce qu'il a besoin d'une niche pour survivre. Donc, lorsqu'on parle d'accompagnement intégratif, et bien sûr, en allopathie aussi, on tient désormais de plus en plus compte de tous ces mécanismes. Donc, on essaie d'adapter les thérapies. Et nous, de notre côté, dans l'accompagnement intégratif, on peut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, par exemple, l'inflammation. Hein, et là, avec les oméga 3, on sait très bien que les acides gras oméga 3 sont très inflammatoires, anti-inflammatoires. On peut aussi euh, agir sur les mécanismes antioxydants, sur le métabolisme énergétique des cellules. Donc, on a beaucoup, beaucoup de leviers d'accompagnement. Donc, pour rappel, ceux qui n'en ont pas eu assez des acides gras oméga 3, voici, on a l'acide alpha-linolénique. Vous le savez, il est présent surtout dans les végétaux. Il est très mal converti dans l'organisme humain. Il faudrait en consommer des énormes quantités pour pouvoir avoir les doses nécessaires. Sa conversion se fait à l'aide de désaturase et à l'aide de cofacteurs, mais malheureusement, on ne dépasse pas, selon certains scientifiques, on ne dépasse pas un taux de conversion de 10% maximum en EPA et DHA. Et ensuite, on a l'acide docosahexaénoïque ou acide thymnodonique, le DHA, et l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque ou acide cervonique. Donc, vous voyez, on a par opposition avec les oméga 6, qui sont des acides gras aussi insaturés, mais pro-inflammatoires. Les oméga 3 ont des effets très anti-inflammatoires et ils aboutissent à ce qu'on appelle les SPM. Donc, ce n'est pas le syndrome prémenstruel pour une fois, ce sont les Specialized Pro-Resolving Mediators, donc les médiateurs de la résolution spécialisés de l'inflammation, donc les fameuses résolvine, protectine et marésie. Donc, un petit rappel aussi des impacts positifs sur la santé en général des acides gras oméga 3. Donc, une diminution du risque cardiovasculaire avec protection de l'endothélium vasculaire, diminution de l'accouchement prématuré, diminution de l'inflammation, diminution du stress. Tout ceci a été euh, étudié et très bien mis en évidence dans la littérature scientifique. On a aussi une amélioration de la réponse immunitaire normale, parce que notre système immunitaire est très dépendant du statut des membranes cellulaires. Une amélioration du développement neurocognitif à tout âge, mais aussi à l'âge de l'enfance et in utero. L'amélioration du statut lipidique, donc une normalisation des triglycérides, des lipides circulants et du taux de cholestérol. La santé articulaire, très important, avec beaucoup d'effets anti-inflammatoires dans l'arthrose, les arthrites, ainsi de suite.
Voilà, l'amélioration du développement fœtal in utero, l'amélioration de la peau, donc une augmentation du tonus cutané, de la santé visuelle et, comme je le disais, la stabilité des membranes cellulaires. Donc, voilà la petite illustration qui reprend tout ceci. On va continuer maintenant en approfondissant un tout petit peu cette histoire d'oméga 3 et cancer du sein et on va voir comment on peut parler des effets bénéfiques autour du cancer du sein. Donc là, je vais vous présenter pour commencer une méta-analyse de 21 études indépendantes, des études de cohorte. Donc, ce sont des études dans lesquelles on inclut beaucoup de monde pour évaluer des choses. Et lorsqu'on fait une méta-analyse, donc on évalue tous les résultats de toutes les études et on fait des synthèses et des statistiques. Donc, ça a été fait en Chine. Ça date un petit peu d'il y a 10 ans, 2013, donc 11 ans déjà. Et donc, la conclusion a été que les acides oméga 3, mais pas l'acide alpha-linolénique, on est d'accord, les EPA et DHA ont été associés avec un risque diminué de cancer du sein. Et donc, la réponse dose dépendante, comme on dit, indiquait une baisse de 5% du risque de cancer du sein à partir d'une augmentation de 100 mg d'acide gras oméga 3 par jour d'origine marine. Donc, on est bien dans les oméga 3 d'origine marine. Et par contre, l'acide alpha, le ALA, l'acide alpha-linolénique, ne présentait pas les mêmes bénéfices, ben, tout simplement, comme on l'a dit, parce qu'il est très mal converti dans l'organisme. Donc, à ce moment-là, les auteurs de l'étude ont dit que, à leur connaissance, il n'existait pas d'autres méta-analyses qui présentent ce genre euh, de résultats. Donc, les effets anti-cancéreux des oméga 3 marins pourraient passer par des mécanismes comme l'inhibition des eicosanoïdes, donc des médiateurs de l'inflammation dérivés de l'acide arachidonique. Là, vous avez vu dans la cascade précédente, l'acide arachidonique issu des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc, les oméga 3 vont contrer l'effet des oméga 6. Ils vont intervenir dans la régulation de la transcription de certains gènes et dans la régulation de certains signaux qu'on appelle de transduction, c'est-à-dire de signaux qui transmettent certaines informations à l'intérieur des cellules et qui favorisent la croissance cellulaire. Comme je le disais, les cellules cancéreuses sont des cellules qui n'arrêtent pas de croître, qui n'ont qu'un but, c'est de vivre. Elles vont trouver tous les mécanismes, tous les moyens pour rester vivantes en faisant toutes sortes de ruses et en adoptant des astuces. Donc, de plus, les auteurs de l'étude nous font l'allégation que les oméga 3 d'origine marine pourraient décroître la production d'œstrogènes, donc ainsi contribuant à réduire la stimulation des cellules cancéreuses qui sont, dans les cancers hormonodépendants, très, très friandes d'œstrogènes et de progestérone. Et d'ailleurs, les hormonothérapies tablent là-dessus et empêchent tout oestrogène de circuler dans l'organisme. Ensuite, les conclusions sont très claires. Donc, une consommation augmentée d'oméga 3 marin est associée avec un risque réduit de cancer du sein. Hein. Et donc, en ce qui concerne l'acide alpha-linolénique, les auteurs considèrent qu'il faudrait plus d'études. Hein. Mais ils insistent quand même sur le fait que c'est
découvertes, ces résultats peuvent avoir des implications très importantes dans la santé publique parce que ils pourraient être inclus dans des programmes de prévention. Euh, on sait maintenant, en 2024, que la moitié des cancers pourraient être évités avec un style de vie maîtrisé et sain, tout simplement. Donc, pour continuer, je vous présente une revue parapluie qui est encore un des plus hauts degrés d'évidence scientifique. Une revue parapluie va cette fois-ci regrouper des méta-analyses et donc elle va conclure sur les conclusions, hein. Elle va faire la synthèse de la synthèse. Donc, c'est quand même un travail énorme. Et cette revue parapluie qui date de 2020, hein, qui a été faite en Italie, elle a été menée au sujet de la prévention par la nutrition, hein, et la diète en général. Donc, elle a tout survolé, les micronutriments, les antioxydants. Euh, Parce que le sujet ce soir, ce sont les oméga 3, je n'ai retiré que la partie dédiée aux oméga 3. Donc, les conclusions sont sans appel. Les oméga 3 réduisent l'inflammation, contrôlent le niveau des triglycérides et ainsi participent à réduire le risque de cancer du sein à travers plusieurs mécanismes. Par exemple, voilà, ils vont altérer la composition des phospholipides des membranes cellulaires, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette allégation? C'est que, en fait, les cellules immunitaires, à un certain moment, ne sont plus très détectables ni attaquables par le système immunitaire de l'hôte, de la personne malade, du fait justement d'un manque de fluidité des membranes, un manque de communication. Donc, il est fort possible que le système immunitaire de l'hôte ne puisse pas agir correctement. Et on sait très bien que les faiblesses immunitaires, le terrain immunodéprimé n'est pas très favorable lorsqu'on a un cancer, tout cancer confondu. Et donc, supplémentaire en oméga 3 reviendrait à redonner, à rétablir la fluidité des membranes cellulaires et donc l'expression améliorée de certains récepteurs à leur surface. Ainsi, les cellules immunitaires pourraient reprendre contact avec certains récepteurs des cellules cancéreuses et intervenir directement avec une cytotoxicité, car l'action du système immunitaire sur la cellule cancéreuse en général, c'est de la détruire, hein. C'est d'apporter des substances cytotoxiques pour la détruire. Ensuite, voilà, encore une fois, les oméga 3 agissent par l'inhibition du fameux acide arachidonique, donc qui est très pro-inflammatoire. Ils vont moduler aussi l'expression et la fonction de certains récepteurs. On sait très bien que dans l'organisme, point de vue physiologique, rien ne se passe dans l'organisme sans les cofacteurs. Donc, les cofacteurs qui sont représentés par les vitamines, les minéraux, les oligoéléments et ainsi de suite. Donc, c'est pareil, les oméga 3 auront besoin de cofacteurs pour accomplir leur mission. Et par exemple, ils vont intervenir aussi sur les facteurs de transcription, sur les molécules signal, donc les molécules qui donnent des messages à l'intérieur des cellules ou intercellulairement parlant, hein, à l'intérieur des cellules ou entre les cellules. Donc, la conclusion de cette revue parapluie vient à dire que les acides gras oméga 3 d'origine marine semblent avoir un effet protecteur, hein, contre le développement du cancer du sein, et particulièrement chez les femmes euh, post-ménopausées, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a estimé que les femmes post-ménopausées auraient été exposées plus longtemps aux oméga 3, donc elles se seraient supplémentées plus longtemps. Et donc, on table sur un effet durée dépendant
des acides gras oméga 3. Donc, plus longue l'exposition, plus longue la supplémentation, plus efficace les mécanismes qu'on vient de citer, anti-inflammatoires, régulateurs, immunomodulateurs. Et donc, on va retenir que tous ces processus aboutiront à l'apoptose de la cellule cancéreuse, donc à sa mort. C'est l'aboutissement suprême hein, de toute thérapie anti-cancer, c'est la mort de la cellule cancéreuse, de la destruction des tumeurs. Ensuite, on va parcourir une petite méta-analyse qui nous vient d'Asie à nouveau. Là, on parle de consommation, pardon, j'ai cliqué trop vite, de consommation directe de poissons et on se focalise sur des malades asiatiques, d'origine asiatique. Donc, là, vous savez, en science, en recherche, il y a toujours du pour, mais il y a aussi du contre. Donc, il y aura toujours des études contradictoires ou des études qui ne n'arriveront pas aux mêmes conclusions que les autres. Donc, c'est ainsi que la science avance. Et donc, malgré tout, dans cette méta-analyse, on a analysé une dizaine d'années de recherche et d'études et on a quand même réussi à obtenir ce résultat. Vous voyez quasiment tout est en faveur des bénéfices qui sont portés par la consommation d'acides gras oméga 3. Vous voyez, on part de 2002 et on arrive jusqu'en 2014. Donc, en effet, d'ailleurs, dans la conclusion, les auteurs de cette méta-analyse nous disent que, en se basant sur la consommation de poissons, la population asiatique a une protection plus significative du cancer du sein par rapport à la population occidentale. Donc, voilà, on revient à la même chose. Nous avons dans notre alimentation occidentale peut-être encore des déficits, des mauvaises habitudes qu'il faut corriger. Et donc, voilà, il nous conclut que cette étude euh, suggère le besoin d'éducation et de conseils. Hein. Donc, c'est ce que nous faisons en santé intégrative, en naturopathie, en accompagnement intégratif. On fait de l'éducation, de la prévention, de l'éducation à la santé, à l'hygiène de vie. Et voilà, les auteurs de leur méta-analyse, comme je le disais, insistent sur le côté éducationnel et de conseil en ce qui concerne les habitudes alimentaires et l'importance de la consommation des poissons. Et bien sûr, ça tombe bien. Il ne faut pas manger que du saumon ou que des sardines. Il y a énormément de poissons qui contiennent des acides gras oméga 3 et nous savons que la variation est la clé du succès. Donc, on a, vous voyez, des anchois, du poisson-chat, de tout ce que, de la carpe, de la perche, du sea bass. On a tout un tas des chanchards, des sprats. Voilà, donc on a énormément de variétés. Donc, jetez-vous sur les bons poissons gras. Et donc, maintenant, on va passer à quelque chose qui est un peu plus particulier. On va parler d'une étude in vitro. Pourquoi je l'ai sélectionnée? C'est parce que, en fait, euh, on parle du cancer du sein triple négatif. Et comme je vous l'ai dit, ce cancer, il est particulièrement redoutable. Et malgré les progrès thérapeutiques, on n'arrive pas encore à bien trouver comment se débarrasser durablement. Donc, c'est un cancer qui est soumis à un risque de récidive assez important. Donc, je suis tombée sur cette étude de 2018 qui, en fait, a utilisé des cellules cancéreuses murines, voilà, de modèles murins, donc de souris, et on les a stimulés avec du DHA. Et donc, on a réussi à démontrer que le DHA a induit une forme de mort qui s'appelle la pyroptose, qui est une sorte
de mort cellulaire qui est une forme de nécrose cellulaire, mais qui est quand même régulée par certains mécanismes. Et donc, on a réussi à démontrer que le DHA pouvait faire exploser les cellules cancéreuses. Si vous regardez bien les petites illustrations que j'ai extraites de l'étude, en haut, nous avons les cellules cancéreuses non sollicitées, donc UNS, ça veut dire unsolicited. Et en bas, on a des cellules cancéreuses qui ont été stimulées avec 100 microgrammes de DHA. Et voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu à la fin des cellules cancéreuses non viables. Par quel mécanisme on a abouti à percer des trous dans les pores des membranes de ces cellules, ce qui a induit ce mécanisme de pyroptose, donc de forme de mort cellulaire. Donc, les conclusions, d'ailleurs, les auteurs de l'étude sont très fiers de leur trouvaille et ils expliquent que leur étude démontre une nouvelle voie qui pourrait être exploitée sur le cancer du sein triple négatif, voilà, avec cette action du DHA sur les cellules cancéreuses. Bon, évidemment, on ne parle que d'études in vitro, donc dans la vraie vie, il va falloir continuer la recherche, mais c'est de l'espoir, hein. Et lorsqu'il y a de l'espoir, tout avance, hein. Il faut jamais s'arrêter. Et ensuite, je pense que c'est la dernière étude que je vous présente ce soir. J'ai choisi une étude qui se penche sur la synergie oméga 3 et chimiothérapie. Parce qu'on entend souvent que, il est interdit de faire des choses, de prendre des choses. Euh, Moi, je ne parlerai pas d'interdiction, je parlerai d'intelligence, d'accompagnement. Et donc, voilà, cette étude, c'est une étude en double aveugle, randomisée contre placebo, qui a utiliser des supplémentations en acide gras oméga 3 en concomitant avec la chimiothérapie par paclitaxel, le paclitaxel étant un taxane. Donc, le nom de marque, c'est Taxol. Les taxanes sont de très vieilles molécules de chimiothérapie qui ont été un petit peu découvertes dans les années 60 et qui sont extraites de l'écorce de l'if de Pacifique. Et euh, comme le taxotere, d'ailleurs, il y a le paclitaxel et le docetaxel. Le paclitaxel est une chimiothérapie de première ligne. Elle est très, très, très utilisée, pas seulement pour le cancer du sein, mais pour le cancer des ovaires et autres. Et donc, c'est un inhibiteur de la stabilité des microtubules dans les cellules. Donc, ça empêche tout simplement les cellules cancéreuses de se diviser. Et donc, c'est plutôt une chimiothérapie qui est bien supportée, mais du fait qu'elle doit être distribuée assez souvent. Souvent, on fait des cycles à 15 jours ou à 3 semaines et on peut monter jusqu'à 12 séances. Les effets sont cumulés dans le temps. Et elle a la particularité de donner des neuropathies périphériques, donc les gens commencent à avoir des picotements, toutes sortes de sensations, de brûlures, de difficultés, de diminution de la sensibilité. C'est assez pénible. Et donc, dans cette étude, on a associé les acides gras oméga 3. Donc, les résultats, c'était que euh, dans le groupe qui a pris les oméga 3, 70% des patients n'ont pas développé une neuropathie périphérique, hein. Par contre, pour ceux qui en ont développé une quand même, parce qu'il restait quand même 30%, il n'y avait pas grande différence dans la sévérité des symptômes. Donc, on a considéré quand même que c'était assez concluant et assez intéressant de dire que c'est protecteur, hein. Donc, la méthode, c'était une étude en double aveugle et vous voyez les patients qui ont qui ont participé à l'étude ont été supplémentés en 640 milligrammes
d'acides gras pendant la chimiothérapie avec paclitaxel et encore un mois après. Hein. Et donc, il y a eu une échelle d'évaluation qui s'appelle le Total Neuropathy Score, donc le score total des neuropathies. Et leur conclusion a été que les oméga 3 euh, peuvent être un agent neuroprotecteur efficace pour la prophylaxie contre les périphéries, les neuropathies périphériques induites par le paclitaxel, le PIPN. Et ils ont conclu aussi que les patients qui ont un cancer du sein pourraient avoir une meilleure survie sans récidive et sans maladie, sans rechute, avec l'aide de différents agents thérapeutiques, comme dans ce cas, on appelle les oméga 3 des agents thérapeutiques. En effet, parce que même ce qui est naturel peut être considéré une thérapie. Et donc, le fait de réduire les neuropathies périphériques améliore grandement la qualité de vie, hein, parce que nous savons que euh, les effets secondaires des traitements sont quand même présents. Certains sont supportables, d'autres moins. Et donc, notre but avec ces supplémentations, avec cet ajout d'acides gras oméga 3 dans la diète, c'est de soulager les personnes. Donc, voilà, la partie scientifique est un peu terminée. Euh, il me reste juste un tout petit peu de temps pour vous partager encore une fois de nouvelles infos qui nous sont apparues cette année. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'index oméga 3 dans le monde. Ce sont des statistiques qui nous démontrent un tout petit peu comment se situe, quel est le statut en oméga 3 des personnes, des humains sur Terre, et ceci étant fait en dosant les acides oméga 3 dans les globules rouges, hein, donc dans le sang. Et donc, voilà, en 2016, on était à peu près à ça. Donc, vous voyez, l'idéal serait d'être au-dessus de 8%. Il n'y avait pas beaucoup de monde en 2016 qui était au-dessus de 8. Donc, on voit bien les pays très nordiques qui sont habitués à consommer des poissons gras, le Japon, un peu les insulaires. Bizarrement, le Nigeria, ça doit être un pays qui consomme beaucoup de poissons. Et vous voyez, j'ai pointé avec la flèche la France. Et la France, elle était au-dessus de 4% et en dessous de 6, ce qui n'était pas un taux très satisfaisant. Mais vous me direz, c'était peut-être mieux que les États-Unis ou le Canada ou le Brésil, parce que malgré tout, on voit que eux, ils étaient dans le rouge. Et voici ce que ça donne pour cette année. Donc, l'indice oméga 3 dans le monde en 2024, ça a un petit peu changé, hein. Donc, on maintient quand même le Japon, la Groenlande, l'Alaska, la Norvège, la Finlande dans le vert. Mais on note quand même qu'en France, ça a changé et le statut en oméga 3 a quand même augmenté et la France est passée en jaune, donc maintenant on se situe entre 6 et 8%. Hein, ça a quand même monté un étage, c'est très bénéfique et c'est certainement grâce au fait que depuis une bonne décennie, la supplémentation en oméga 3 est entrée un peu dans les habitudes de vie. Je ne sais pas si la consommation de poissons gras a drôlement augmenté. Peut-être que si, depuis que les naturopathes font de la communication là-dessus. Et donc, voilà, ça s'améliore. Donc, tenons compte du fait que une supplémentation en acides gras oméga 3 peut être très bénéfique. Donc, rapidement, juste quelques mots sur l'accompagnement intégratif. Donc, les objectifs dans le cadre du cancer, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes, de minimiser le risque de complications, d'aider à réduire la toxicité des traitements, de permettre une meilleure observance des traitements et parce que parfois, à cause des effets secondaires, les personnes abandonnent leur parcours thérapeutique, ce qui n'est pas du tout souhaitable.
et on peut aider à mieux tolérer, métaboliser les molécules chimiques afin d'augmenter leur efficacité aussi, hein. Donc, c'est très important parce que un traitement conventionnel doit pouvoir être à son maximum d'efficacité pour qu'il arrive à obtenir le but escompté. Et donc, quand est-ce qu'on peut utiliser un accompagnement intégratif, mais dans une démarche de prévention globale? Et ça, c'est tout notre travail en naturopathie. Lors de l'annonce du diagnostic, on soutient tout au long du parcours thérapeutique et aussi, très important, en période post-thérapeutique et de rémission, parce que là, nous sommes dans l'époque de la pré-cancer, une nouvelle vie commence et donc nous sommes dans une nouvelle forme de prévention qui reste la prévention anti-récidive. Et pourquoi? Encore une fois, pour améliorer la qualité de vie, pour privilégier le bien-être psycho-émotionnel et pour éduquer et déterminer les personnes à adopter des comportements qui leur sont bénéfiques. Donc, bien sûr, on se rappelle que nous ne sommes pas des médecins. Nos conseils ne se substituent pas à une consultation médicale ou à un avis médical et nous n'avons pas le droit d'inciter quelqu'un qui est malade à interrompre ses traitements ou nous ne devons pas présenter les remèdes naturels comme des alternatives. Nous nous intégrons toujours en complémentarité. C'est le socle de la santé intégrative, de l'accompagnement intégratif. Nous travaillons main dans la main tous pour le meilleur intérêt des malades. Et pour terminer, voilà, concernant les oméga 3, il y a des allégations qui sont légales dans l'Union européenne. Et donc, il est tout à fait cohérent de dire qu'il contribue à la fonction cardiaque normale, qui favorise le maintien d'une pression sanguine normale et qui participe aussi au maintien d'un niveau normal des triglycérides sanguins. Donc, vous constatez que, en ce qui concerne le cancer, pour l'instant, nous n'avons pas d'allégation officielle acceptée par les autorités de santé en Europe, hein. Mais la science avance et comme vous l'avez vu, on a de l'espoir. Donc, le dernier conseil, faites attention aux contre-indications parce que tout remède naturel, pas parce qu'il est naturel, il n'est pas dangereux. Donc, on peut toujours faire attention à prévenir les personnes. euh, de ne pas se supplémenter s'ils sont allergiques, s'ils sont hémophiles, s'ils ont des troubles de la coagulation. Vous savez que les oméga 3 sont fluidifiants sanguins, ils ont un léger effet fluidifiant sanguin. Donc, ils peuvent interagir avec des traitements anticoagulants, aspirine, antiagrégants et autres. Et aussi, ils peuvent avoir des effets cumulatifs avec la phytothérapie. Et nous savons que nous avons des plantes qui ont une action de ce genre, comme le curcuma, le ginkgo biloba, ainsi de suite. Donc, on doit faire attention. Et encore une fois, pas d'alternative que du complémentaire. Et on vérifie toujours à utiliser des produits de qualité. Il n'y a pas de recette toute faite. Tout doit être personnalisé et on l'adapte au contexte de vie de chacun. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. À toi, Morgane. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Roxana. C'était, comme d'habitude, hyper intéressant, Merci. très complet, très bel appui des études. Je vais revenir très rapidement sur la présentation des produits Norsan et ensuite je laisserai la place aux questions si vous en avez. Comme je vous l'ai dit, en fait, chez Norsan, on propose exclusivement des oméga 3 donc marins de type EPA et DHA. Donc, on a uniquement 4 gammes avec la spécificité qu'on a à la fois chaque gamme en version capsule, mais également en version liquide. Pourquoi liquide? Parce que c'est la forme la plus naturelle de l'huile de poisson. Donc, c'est celle que l'on va forcément recommander le plus. Et ce sont à chaque fois des produits donc, qui sont 100% naturels avec des oméga 3 sous forme de triglycérides, donc comme on en retrouve naturellement dans le poisson. Donc, il n'y a pas de concentration chimique. Et surtout, on garde donc toute la structure du poisson, de l'oméga 3 avec un dosage qui est naturellement élevé.
Euh, voilà, donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on a la gamme totale qui, elle, est composée d'huile de petits poissons gras exclusivement, qui est naturellement plus riche en EPA qu'en DHA. Donc, Roxana l'a expliqué, le corps sait faire la conversion de l'EPA vers le DHA. Donc, ça va être la gamme la plus généraliste. Euh, Vous avez ensuite la gamme vegan qui est composée donc d'une microalgue marine, donc le Schizochytrium sp, euh, qui, elle, est plus hautement dosée en DHA qu'en EPA. Donc là, on va cibler certaines pathologies, notamment tout ce qui va être système nerveux, cérébral, ophtalmologique, mais aussi la fertilité. C'est une très bonne alternative pour les personnes qui sont allergiques aux poissons, pour les personnes qui ne mangent pas de poissons. Et en fait, l'algue est naturellement plus hautement dosée en oméga 3 que le poisson. Et vous avez enfin donc la gamme Arctis qui, elle, est en fait de l'huile de foie de morue qui est également riche, plus naturellement riche en DHA qu'en EPA. Euh, voilà, pardon. Et pour finir, juste la gamme Kids, c'est en fait qui a une posologie adaptée pour les enfants avec un mélange d'huile de foie de morue et d'huile de petits poissons gras. Donc là, on n'a également pas des capsules, mais des petites jellies à mâcher hein, pour les enfants. Je fais un petit focus aussi. Roxana a parlé des allergies. Sachez que quand on est allergique aux poissons, on est allergique aux protéines. Donc, normalement, avec nos produits, le problème ne se pose pas. Mais bon, vaut mieux quand même tester avant. Voilà. Très rapidement, sachez que nos produits sont certifiés IFOS et Friends of the Sea. IFOS, c'est un label en fait qui garantit la pureté, la qualité de l'huile. Donc, il y a des critères d'évaluation, notamment par exemple l'indice d'oxydation, donc l'indice TOTOX qui est très important. On a obtenu les notes maximales sur tous les critères évalués. Et Friends of the Sea, c'est un label en fait qui garantit que nos poissons sont issus en fait d'une pêche durable, d'eau certifiée durable. Donc il n'y a pas de destruction des fonds marins, ce qui est un élément très essentiel pour nous. Voilà. Et ensuite, voilà, un petit récapitulatif de Norsan, donc des produits qui sont naturellement hautement dosés, qui sont 100% naturels, donc sans concentration chimique, avec un indice Totox faible pour l'ensemble de nos gammes, des versions soit liquides, soit en capsule. Et voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec des thérapeutes dans le cadre d'un suivi, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. euh, il faut se supplémenter, mais la meilleure supplémentation, ça reste encore d'équilibrer déjà ses repas et ses apports. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions. Si vous en avez, vous pouvez les poser directement dans le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas eu pendant l'intervention. Je pense que tout le monde était très concentré. J'ai dû être très claire. Et voilà, tout était très clair. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ben, n'hésitez pas, il nous reste quelques petites minutes avant que tout le monde parte dîner, profiter du reste de sa soirée. N'hésitez pas, mais de toute façon, vous pouvez les poser aussi par la suite à Norsan. Si des fois vous regardez un replay et il y a une petite chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Je transmettrai les réponses on s'occupera d'apporter des éclairages si vous en avez besoin. J'ai vu des petits cœurs qui s'envolaient sur l'écran. Je- Ah, merci beaucoup. Ah, il y en a plein. C'est des petits cœurs en acide gras oméga 3. Euh, Voilà, mais merci beaucoup exact. pour les petits cœurs. C'est très gentil à vous. J'espère que ça a été. N'hésitez pas si il nous reste quelques minutes. Mm. En tout cas, il y a déjà des remerciements pour le webinaire, pour la documentation.
J'espère que et cela a été clair. de plus en plus de cœur. De plus en plus de cœur. C'est bien, je prends, je prends. On a Mm. besoin de bienveillance et d'amour Ouais. ces temps. Et donc, comme on arrive à réduire l'inflammation avec les oméga 3, on arrive à réduire l'inflammation humaine, hein, avec des cœurs et de la gentillesse et de la bienveillance. J'espère juste que ce webinaire a répondu à vos attentes. Euh, nous sommes très, très contents de vous avoir avec nous pour parler des oméga 3 parce que on a des produits de bonne qualité. On peut aider, on peut transmettre des messages clés et on peut contribuer au maintien de la Mm. santé. C'est très important. Peut-être sur la slide d'après, je crois qu'il y avait les coordonnées Oui, voilà, de tout le monde. Comme l'a dit Roxana, n'hésitez pas bah, soit à la contacter directement. Je pense que de toute façon, il y en a beaucoup qui vous connaissent, si j'en crois les commentaires. certainement, oui. Voilà. Et Si je j'en vous crois les salue cœurs d'ailleurs. aussi qui reviennent. Euh, N'hésitez pas à la contacter directement. N'hésitez pas aussi à nous contacter directement. Euh, Moi, comme dit, je suis là pour vous accompagner en tant que thérapeute ou futur thérapeute. Voilà, vous avez nos coordonnées, celles de Roxana. On est présent également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn, où on essaye aussi de, au-delà des oméga 3, voilà, de parler des sujets de nutrition au quotidien, comment améliorer son alimentation, et pas que avec les oméga 3, avec énormément de sujets. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. S'il n'y a pas de questions, je parle également, alors c'est les prochaines slides, je ne sais plus celle qui vient en Oui. premier. La suite, Voilà, vous avez, suite au webinaire, pendant une semaine, 20% de remise sur l'ensemble de nos produits. Donc, sachez que tout sera envoyé demain par mail avec le replay. Donc, vous aurez toutes les informations. Et dernière slide, on proposera dans un mois, le 21 novembre à 12h30 cette fois-ci, un webinaire en fait sur les oméga 3 en prévention cardiovasculaire, donc qui sera animé par le docteur Delorgeril, donc un cardiologue et chercheur au CNRS, hein, qui a consacré sa vie à étudier les oméga 3 et leur rôle en santé cardiovasculaire. Donc voilà, le prochain webinaire se fera en sa compagnie. je vous Voilà. incite à le suivre parce que il donne beaucoup d'informations et il est très connu euh, pour le travail qu'il a fait depuis des dizaines d'années. Euh, c'est un médecin qui connaît énormément de choses sur les acides gras oméga 3 et leurs bénéfices. Il fait de la recherche, donc ce sera avec plaisir. Je pense que je vais m'y connecter aussi. Je regarderai. Mais on a de toute façon le replay. Et puis nous restons à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez. Ouais. Bon, vous verrez, le docteur Delorgeril, c'est souvent très technique, mais très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à le suivre. En attendant, un grand merci à tous, à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Roxana. C'était très intéressant. Il y a énormément de messages qui vous remercient pour cette présentation. C'était très intéressant, très clair, très riche. Voilà, donc c'est toujours Encore les un petits plaisir. cœurs. C'est la thématique de la soirée. Ben, je vous remercie à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches. Faites attention autour de vous et faites la promotion de la santé, de la prévention. C'est tout ce qu'il y a de plus cher à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Et merci Morgane Merci pour à vous. l'invitation. Merci Roxana. Très belle soirée à tous et à très bientôt. À bientôt.